Troisième partie de cette édition avec Territoire Sénat, l'actualité parlementaire et politique et les titres de cette actualité ce matin. Rebonjour Saveria. Bonjour à tous. Emmanuel Macron va saisir le Conseil constitutionnel sur la loi anti-casseurs. C'est un coup de théâtre alors que le Sénat doit examiner le texte aujourd'hui même. En cause, plusieurs mesures controversées de la loi, notamment l'interdiction de manifester ou le délit de dissimulation du visage. Dans la classe politique, les réactions sont nombreuses. Gauche comme droite dénoncent l'incohérence du gouvernement. La majorité sénatoriale de droite s'apprête à voter le texte du gouvernement, texte que la gauche juge liberticide. Nous en parlerons. Et puis l'autre temps fort aujourd'hui sur notre antenne, c'est la première diffusion d'un nouveau Sénat en action consacré à l'affaire Benalla. L'affaire Benalla saison 2. Comment l'affaire a-t-elle été relancée par l'Élysée? Quentin Calmet sera tout à l'heure en plateau avec nous. Il se pose en garant des libertés publiques. Il va donc saisir lui-même le Conseil constitutionnel sur une loi qu'il demande à sa majorité de voter. C'est un épisode inhabituel qu'Emmanuel Macron a initié hier à propos de la loi anti-casseurs examinée aujourd'hui au Sénat. Pour couper l'herbe sous le pied de l'opposition, le président annonce saisir lui-même le Conseil constitutionnel, en particulier sur les articles concernant l'interdiction administrative de manifester ou encore la dissimulation du visage. Des mesures qui avaient occasionné une fronde des députés En Marche. 50 députés En Marche n'avaient pas voté le texte. Je vous propose d'écouter Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement. Le président de la République a conclut son propos introductif en soulignant le fait que le Sénat semblait s'orienter vers un vote conforme sur le texte sur le droit à manifester, le texte autrement appelé dans nos débats la loi anti-casseurs. Et le président de la République a donc informé le gouvernement de son intention de saisir le Conseil constitutionnel, en particulier sur 3 articles de ce texte. L'article 2, sur la possibilité de procéder à des fouilles, l'article 3 sur les restrictions à manifester et l'article 6 sur la création d'un nouveau délit de dissimulation du visage. Il a donc informé le gouvernement de son souhait de saisir le Conseil constitutionnel. Il est ainsi pleinement dans son rôle de garant des libertés publiques dans notre pays. Alors au Sénat, les réactions sont nombreuses. C'est la droite sénatoriale qui est à l'origine de ce texte. Bruno Retailleau, le chef de file des sénateurs Les Républicains, l'auteur de la loi que le gouvernement a repris à son compte, s'apprête à voter conforme le texte au nom du principe d'efficacité. La gauche, elle, parle d'une loi inutile, dangereuse et même liberticide. Les sénateurs jugent en tout cas la démarche d'Emmanuel Macron incohérente. Je vous propose d'écouter l'ancien ministre des Relations avec le Parlement, Roger Carucci. Si je voulais parodier Jacques Chirac, je dirais que c'est abracadabrantesque. Le Sénat vote une loi. Le président de la République, au bout de 2 mois, dit « Je veux que cette loi, à cause des violences liées aux manifestations, soit votée par l'Assemblée nationale ». C'est lui qui le dit, même pas nous, lui. Il fait voter le texte par l'Assemblée nationale, on dit très bien. Le texte est transmis au Sénat. Bonne âme, beau joueur, on dit c'est parfait, on le votera conforme pour que le gouvernement ait des éléments et des armes très vite. Et c'est le président de la République qui défère au Conseil constitutionnel. Pourquoi? Pour faire censurer? Alors pourquoi il a demandé à ce que ce soit voté? C'est incohérent, incohérent. Voilà, dans un instant, c'est le face-à-face, deuxième interview politique de cette édition. A tout de suite. Bonjour Catherine Morin-Desailly, merci d'être présente sur ce plateau ce matin. Vous êtes sénatrice centriste de Seine-Maritime et merci d'être là. Merci. Bonjour Catherine Morin-Desailly, j'aimerais vous entendre tout d'abord bien sûr sur la loi anti-casseurs puisque c'est l'actualité au Sénat aujourd'hui. Le Sénat s'apprête à examiner cet après-midi cette loi. Emmanuel Macron qui décide de saisir le Conseil constitutionnel sur son propre texte. C'est assez inhabituel, plutôt surprenant. Oui, ça témoigne même, on peut dire, d'une forme d'incohérence et du fait que on n'est pas sûr finalement du texte. Ce que j'ai envie de dire, c'est que cette loi anti-casseurs, elle est partie du Sénat suite aux manifestations violentes du 1er mai. Les manifestations prennent un caractère assez inédit ces derniers temps et c'était pour viser à faire en sorte qu'on puisse manifester pacifiquement. Notre collègue Bruno Retailleau avait déposé quelques mesures comme l'interdiction de manifester cagoulé, le visage dissimulé, pour permettre certaines fouilles. Voilà, et ce texte qui est parti après un avis assez mitigé, somme toute, du gouvernement à l'Assemblée nationale, ne l'est allé véritablement que
par la force des événements avec ces manifestations des Gilets jaunes. Mais ce qui est regrettable, c'est que le gouvernement ne se soit pas saisi beaucoup plus tôt de ce texte, qu'on ait eu le temps de la navette parlementaire et qu'on ait le temps de réfléchir vraiment de manière très approfondie aux conséquences, dispositions de ce texte. Alors précisément, beaucoup jugent ce texte liberticide, c'est-à-dire attentatoire aux libertés. Est-ce que c'est votre cas également ou est-ce qu'au contraire, vous allez voter ce texte tout à l'heure ? Les dispositions que je viens d'évoquer, qui visent à encadrer les manifestations, j'y suis tout à fait favorable. Ce qui me dérange beaucoup plus, c'est cet article 2, et notamment dans sa version telle que revenue de l'Assemblée nationale, où il a durci cette interdiction de manifester. Voilà, l'article 2, pour que les téléspectateurs comprennent bien, l'article 2, c'est celui qui autorise les préfets à interdire à une personne de manifester pendant 1 mois. C'est ce qui serait précisément attentatoire aux libertés. Voilà, donc ça c'est un vrai sujet, parce que si nous sommes pour bien sûr prendre des dispositions qui s'imposent pour permettre la poursuite de manifestations de manière pacifique, et si les Français sont bien sûr exaspérés par la violence en cours à l'heure actuelle, il ne faut pas non plus perdre de vue que nous légiférons sur le long terme et que les dispositions que nous votons aujourd'hui, elles perdureront dans le temps, et que aux mains d'un gouvernement autoritaire, cet article 2 pose un certain nombre de questions. On vous sent très prudente ce matin. Je suis très prudente et j'attends les débats de cet après-midi, notamment sur cet article 2. Je vous repose la question, est-ce que tout à l'heure vous voterez ce texte, puisqu'on connaît le texte qui va être présenté? Je voterai en fonction, très sincèrement, des débats qui vont avoir lieu cet après-midi, notamment sur cet article 2 qui pose problème. La preuve, le Conseil constitutionnel est saisi et son écriture pose de toute façon question. Donc moi, je suis assez cohérente, je ne vote pas non plus des textes qui... par essence, par définition, intrinsèquement dès le départ, posent un certain nombre de problèmes dans leur écriture. Par ailleurs, ces dispositions, encore une fois, il faut bien y réfléchir à 2 fois, parce qu'il y a des bonnes dispositions dans le texte, mais cette disposition pose un certain nombre de problèmes en matière de liberté publique. Sur un tout autre sujet, j'aimerais qu'on parle maintenant du grand débat, ou plutôt de la sortie du grand débat. On voit que l'exécutif prône désormais une sorte de grand débat permanent. En tout cas, ils ont du mal à imaginer une porte de sortie réelle de ce grand débat. Est-ce que le Sénat, quelle pourrait être cette porte de sortie? Est-ce que le Sénat a un rôle à jouer justement dans ce grand débat permanent ou dans cette sortie du grand débat? Bien entendu. D'ailleurs, je voudrais rappeler que le Sénat est un pôle de stabilité. Il ne vous aura pas échappé que le Sénat contrôle l'action du gouvernement. Il joue son rôle. La commission d'enquête sur l'affaire Benalla l'a tout à fait démontré, a démontré l'utilité du Sénat. Je rappelle que dès le démarrage des discussions qui ont présidé à la loi de finances, nous avions alerté sur la hausse des taxes sur le carburant, nous avions alerté sur la problématique de la hausse de la CSG pour les petites retraites, donc nous avions anticipé tout cela. Donc le Sénat est à la fois force de contrôle et force de proposition. Donc il est question que nous tirions les conclusions des débats qui se sont tenus notamment avec les maires. C'est forcément notre cœur de métier. Les maires, les élus locaux, leurs propositions, ce qui nous faut remonter du terrain. Donc ça sera sans doute important, peut-être début avril, on parle peut-être du 3 avril, que nous ayons ce débat au Sénat. Mais la réponse au grand débat, je dois dire qu'elle est plurielle. Il y aura peut-être des textes de loi qui vont traduire certaines propositions, certaines problématiques. Il reviendra au Parlement d'en débattre. Je pense, à l'instar de ce que propose le président des régions de France, Hervé Morin, qu'il serait utile de convoquer une conférence nationale des territoires qui associe aussi les représentants des entreprises, des élus, les acteurs de la vie civile pour tirer aussi les conclusions de ces grands débats. Vous savez que Territoire Uni, c'est l'appel de Marseille, ce sont les communes, les départements, les régions qui appellent à un nouvel acte de la décentralisation, justement pour sortir de cela. Catherine Morin-Desailly, pour terminer, j'aimerais qu'on évoque un sujet que vous connaissez particulièrement bien, puisque vous êtes présidente de la Commission de la Culture du Sénat, qui est la réforme de l'audiovisuel public. Franck Riester, le ministre de la Culture, ces derniers jours, l'a évoqué. On en connaît de mieux en mieux les contours. Il parle c'est un texte majeur, une réforme majeure du quinquennat d'Emmanuel Macron. Le ministre de la Culture parle d'une réforme à 360 degrés. Il y aurait bien la création d'une BBC à la française. Est-ce que ça vous rassure? Est-ce que c'est aussi ce que
vous avez en tête quand vous imaginez cette réforme? Alors pour qu'on nous comprenne bien, parce qu'on nous écoute sur ce sujet, une réforme à 360 degrés, ça veut dire qu'on va aller dans le fond des choses. Ça va être une réforme du modèle économique, ça va être une réforme de la gouvernance, ça va être une réforme aussi de la régulation de l'audiovisuel, qui va concerner aussi l'audiovisuel privé, donc qui renvoie aux instances de régulation. Il ne vous a pas échappé non plus qu'au Sénat, nous travaillons de très longue date sur ce sujet. J'ai souhaité dès 2015 que nous ayons des propositions, car dès 2015, je savais qu'il fallait réformer l'audiovisuel public pour l'adapter à l'heure du numérique, et que nous avons fait des propositions dont s'inspire largement le ministre. D'ailleurs, il ne s'en cache pas. Il était lui-même député, donc on a eu à l'époque l'occasion d'un certain nombre d'échanges. Ce qui est important, c'est de se dire qu'on fait une réforme pour longtemps. On ne réforme pas l'audiovisuel tous les 2 ans, tous les 5 ans, tous les 10 ans. On fait une réforme de l'audiovisuel qui dure une bonne vingtaine d'années à minima. Je rappelle que la dernière, c'est 86. Côté régulation, le ministre plaide pour un rapprochement du CSA, de l'ARCEP et d'Adopi. Ça, vous y êtes favorable ? Nous travaillons sur ces sujets en ce moment au Sénat. Nous auditionnons beaucoup pour vérifier l'opportunité du rapprochement des autorités de régulation qui, à l'heure du numérique, ont toutes quelque chose, bien sûr, en commun. Mais il faut d'abord aller vérifier l'opportunité d'une telle proposition. Je pense que d'emblée, on peut dire que le CSA, qui régule les contenus sur la télévision, bien sûr, et aussi d'une certaine façon sur l'Internet, et l'Adopi, qui aussi traite des contenus, du piratage. Je pense qu'il y aurait opportunité à rapprocher les deux, très sincèrement. Après, il y a cette question plus large, en effet, de l'ARCEP. Pour terminer, en revanche, pas de conseil de déontologie de la presse a été évoqué ces derniers temps, un sujet sensible, dit le ministre. Finalement, la proposition est écartée. Elle était en débat. Beaucoup de journalistes y étaient en effet hostiles. Les propositions entourant ce sujet étaient assez floues. Qui siégerait dans ce Conseil de la presse? Quel serait son rôle, ses missions? Des déclarations plutôt contradictoires en disant qu'il faudrait des représentants au sein même des rédactions pour Je vais vous dire, c'était peut-être une fausse bonne solution. C'est une solution qui avait été évoquée par Madame Nyssen, qui était empêtrée dans la loi fake news. Souvenons-nous des débats au Sénat. C'est annoncé au Sénat pendant la deuxième lecture de ce texte sur les fausses nouvelles, que nous avons rejeté ici, considérant que c'était un texte potentiellement liberticide, en tout cas inefficace. Et c'était une des propositions apportées pour tenter de résoudre cette question des fausses nouvelles. Très bien. Une autre question sensible sur ce sujet, c'est la nomination de celui ou de celle qui dirigera France Télévisions. Donc, dans la loi, Franck Riester, qui était sur ce plateau, mon invité mercredi, a indiqué que ce serait plutôt les conseils d'administration, les sociétés qui nommeraient donc leurs dirigeants ou la dirigeante. Est-ce que vous êtes favorable à ce type-là de gouvernance nouvelle? Et qu'est-ce que vous pensez du bilan de Delphine Ernotte? J'y suis d'autant plus favorable que je rappelle qu'en 2009, il y a eu cette fameuse commission dite COPÉ avec des ateliers. Et il y avait cet atelier gouvernance qui était présidé par mon prédécesseur Jacques Valade. Et la proposition qui émanait à l'époque, c'était que le président de l'audiovisuel ou la présidente de l'audiovisuel public soit nommé par le conseil d'administration, bien sûr complètement renouvelé dans sa composition et ses missions. Donc cette proposition, quelque part, elle vient du Sénat et de très longue date, depuis 2009. On s'est essayé à d'autres formules et on voit bien qu'elle ne donne pas satisfaction. Ceci étant, il faut être assez mesuré aussi sur le mode de nomination, parce que l'indépendance de l'audiovisuel dépend de la nomination, mais il dépend surtout aussi des moyens alloués à l'audiovisuel. Il dépend de la manière dont le contrat d'objectifs et de moyens est construit. Et donc, c'est beaucoup plus subtil que ça. Donc, c'est une proposition qui émane aussi du rapport que nous avons souhaité, le rapport Le Leguet-Tolin de 2015. Sur Delphine Ernotte, elle pourra donc, au fond, se représenter et demander à être renouvelée, confirmée par le conseil d'administration. Comment vous voyez ça, vous? C'est la présidente de France Télévisions dont on parle. Je ne vois pas les choses encore précisément, parce que nous n'avons pas débattu de ce que serait la composition de ce conseil d'administration. Quelles en seraient les tutelles? Mais elle en aura la possibilité, techniquement? Je pense qu'elle, étant la présidente sortante, de la même manière que son prédécesseur Rémi Fimelin avait souhaité recandidater devant le CSA, elle aura bien sûr la possibilité, ça fait partie des choses naturelles, de se représenter devant ce conseil d'administration si on a finalisé d'ici là, parce que le temps court. Je rappelle, son mandat échoue en 2020 et on annonce la loi pour 2020. Il est globalement positif, son bilan ?
Son bilan est encore en devenir, puisque je vous rappelle que il n'est pas terminé, loin s'en faut. Elle a eu pour elle la difficulté d'avoir une succession de tutelles un peu contradictoires. Donc ça n'a pas été facile. Un certain nombre de mesures ont été bien sûr engagées, et qu'aujourd'hui, la dépendance très forte de l'audiovisuel public à une variété de tutelles rend les choses compliquées, très sincèrement, pour le président de l'audiovisuel public. Merci Catherine Morin-Desailly, sénatrice Merci centriste beaucoup. de Merci. Seine-Maritime. Merci d'avoir été notre invité. On passe tout de suite à l'œil 2 dans un instant. On va tout d'abord passer à l'agenda, ce qui est à suivre aujourd'hui au Sénat à 14h30 en séance. Il faut suivre, on en a parlé, l'examen de la loi anti-casseurs, la proposition de loi pour renforcer et garantir l'ordre public lors des manifestations. À 15h, un entretien important. Le président du Sénat, Gérard Larcher, reçoit Adeline Hazan, le contrôleur général des lieux de privation de liberté à la présidence du Sénat. Et puis enfin, 16h45, en séance, la séance de questions d'actualité au gouvernement à suivre bien sûr comme toujours en direct et en intégralité sur notre antenne. Parfait, donc j'avais annoncé l'œil 2, voici l'œil 2 dans un instant. Bonjour, l'œil de Quentin, calmé. Bonjour, Cyril Sénat, Viguier. d'habitude le vendredi, mais là... Exactement. Bonjour Officiellement, c'est le Quentin, mardi. première Bonjour, diffusion Céline. ce soir à 23h de notre documentaire inédit sur l'affaire Benalla, saison 2 au Sénat, une exclusivité Public Sénat. Je vous propose tout de suite de regarder un extrait. J'accompagne le président de la République au Tchad parce que je suis reporter et que il n'y avait personne pour l'accompagner pour ce voyage. Je dis ça parce qu'une énorme parano s'est développée au sein de l'Élysée. Ils étaient absolument persuadés que je venais là uniquement pour Alexandre Benalla, ce qui n'était absolument pas le cas. Mais je n'ai pas réussi à leur faire accepter le contraire. Et donc je suis Emmanuel Macron. Et avant de partir, quelqu'un qui travaille ici au service Afrique me signale un article de la Lettre du Continent qui explique qu'Alexandre Benalla s'est rendu au Tchad. Nous partons au Tchad. Et à vrai dire, il ne se passe pas grand-chose, si ce n'est que on est loin des gilets jaunes, ce qui est pour Emmanuel Macron une sorte d'échappée qu'il est un peu distraite. Il a l'air très fatigué. On réveillonne avec les soldats français. Il passe un temps fou lors du réveillon, il salue tout le monde. Il se couche très tard, entre 1h et 2h du matin. Et ensuite, le lendemain, il a rendez-vous avec Idriss Déby. Et moi, naturellement, comme je suis là, je ne perds pas de temps. Je commence à discuter avec les uns et les autres. J'obtiens quelques détails sur la visite d'Alexandre Benalla qu'on ne connaissait pas, à savoir qu'ils étaient venus avec une délégation de 6 personnes, qu'ils étaient venus en avion privé, autant de choses qui n'étaient pas indiquées par la Lettre du Continent. Mais à ce stade-là, je ne pense pas forcément encore à écrire un article tout de suite. Les personnes qui entourent Emmanuel Macron viennent me trouver et me disent « On sait que vous travaillez sur Alexandre Benalla ». Et j'ai eu beau leur dire que je n'étais pas là pour ça, ce qui était la vérité. Ils ne m'ont pas cru. Moi, je me suis simplement contentée d'expliquer dans un article le lendemain que, visiblement, ces voyages embarrassaient beaucoup l'Élysée. Et c'est vrai que ça a relancé l'acte 2 Benalla, je crois, puisque après, Mediapart a découvert qu'il avait utilisé un passeport diplomatique. C'était une affaire qui était en train de s'assoupir et qui a été relancée, mais je dirais presque à l'initiative de l'Élysée, en tout cas à cause de sa paranoïa. Voilà, c'est avec ces révélations, selon Ariane Chemin, liées à la paranoïa de l'Élysée, que la saison 2 donc, est relancée. C'est le point de départ de votre documentaire. Exactement, Ariane Chemin qui, plus tard dans le documentaire, parlera de présidence Netflix, tant il y a eu ce nombre de révélations qui étaient très importants, avec chaque épisode des nouvelles informations qui parvenaient dans la presse. Après l'épisode du Tchad, il y a l'épisode sur les passeports diplomatiques, où on apprend qu'Alexandre Benalla a conservé des documents officiels alors qu'il n'était plus salarié de l'Élysée. Et donc les sénateurs, qui avaient encore quelques jours, avec la date de la commission d'enquête qui terminait à la fin du mois de janvier, les sénateurs vont donc relancer une série d'ultimes auditions. Vont ensuite s'en suivent 5 nouvelles auditions en janvier, dont celle, on l'a vu, on l'a suivi sur cette antenne, d'Alexandre Benalla, qui est auditionné pour une seconde fois par le Sénat. Exactement, et donc ce qu'on a cherché à faire dans le documentaire, c'est à résumer ces auditions pour comprendre l'enjeu de cette nouvelle série d'auditions, avec
avec bien sûr des zones d'ombre très importantes, même des mystères qui subsistent et dont on pourra entendre la définition par les sénateurs dans le documentaire, notamment sur les contrats russes, sur le but de ces voyages dont on parlait avec Ariane Chemin, également sur les liens qu'Alexandre Benalla avait conservés à l'Élysée après son licenciement. Autant de mystères donc qui vont être aussi décryptés dans le rapport sénatorial qui est expliqué dans le documentaire, un rapport qui va faire monter la pression avec l'exécutif. Justement, vous qui avez travaillé précisément sur ce rapport sénatorial, comment vous avez vécu cette tension entre le gouvernement et la commission d'enquête ? Eh bien effectivement, on est allé tendre un micro à Nicole Belloubet le lendemain de la remise du rapport sénatorial. Exactement, la garde des Sceaux. Et on le voit dans le documentaire, cette tension au moment où elle répond sur les conclusions du rapport qu'elle dénonce, elle, mais aussi Édouard Philippe un peu plus tôt dans la matinée, et même Benjamin Griveaux, car selon l'exécutif, les sénateurs n'ont pas à s'attaquer à l'Élysée, qui est au-dessus de l'exécutif, et donc ils outrepassent leur mission de contrôle en dénonçant les dysfonctionnements dans la sécurité de l'Élysée. Et donc vous verrez la réponse dans le documentaire, mais on voit ce bras de fer un peu constitutionnel qui se joue avec sénateurs d'un côté et exécutif de l'autre. Un mot peut terminer sur le titre, Affaire Benalla saison 2, est-ce qu'il y aura une saison 3 ? Eh bien, pas au Sénat, puisque les travaux de la commission sont terminés. La commission a rendu son rapport. Peut-être qu'il y aura une saison 3 sur le volet judiciaire et notamment sur les soupçons de parjure. En tout cas, prochain épisode au Sénat, c'est lorsque le bureau du Sénat va transmettre les soupçons de parjure à la justice. Le 21 mars. Voilà, 21 mars. Et donc, il y a la décision du bureau qui est attendue sur est-ce qu'ils vont transmettre ou pas les soupçons de parjure, de faux témoignages devant la commission d'enquête. Voilà, en tout cas, pour tout savoir sur cette affaire, c'est à suivre ce soir, 23h, sur notre antenne. Merci Quentin Calmet. Merci, ça fait rien. Pour commencer cette saison 2, juste pour commencer. Merci Quentin Calmet. Merci Cyril. On passe à la revue de presse dans un instant. Voilà la revue de presse des unes de la presse quotidienne régionale avec le renoncement d'Abdelaziz Bouteflika à la une de Ouest France ce matin. C'est un coup de tonnerre et en même temps, le pouvoir semble ne pas avoir eu d'autre choix. Abdelaziz Bouteflika renonce à se représenter pour un 5e mandat. La rue algérienne crée hier son allégresse. Pourtant, c'est une période de grande incertitude qui s'ouvre. La présidentielle du 18 avril est reportée sine die. Aucune date pour une nouvelle élection. Le président a également annoncé un remaniement ministériel. Le ministre de l'Intérieur devient Premier ministre. L'organisation d'une conférence nationale chargée de réformer le système politique et d'élaborer un projet de constitution d'ici la fin de l'année. Voilà, Agnès Pannier-Runacher, la secrétaire d'État à Bercy, a tenté de les rassurer sur ce plateau même tout à l'heure. Elle était notre invitée politique. C'est à la une de Vosges Matin, le Brexit qui inquiète les entreprises, bien sûr. Les députés britanniques entament une série de votes décisifs sur le Brexit. Un rejet de l'accord pourrait signifier que le Royaume-Uni quittera l'Union dans le chaos le 29 mars. Il pourrait aussi aboutir à un report de la sortie. Cette incertitude inquiète les entreprises qui exportent vers le Royaume-Uni. Dans les Vosges, elles sont une centaine à être concernées. Et dans la région Grand Est, c'est plus de 5 milliards d'euros d'exportation vers le Royaume-Uni qui sont concernés. Temps de trajet rallongé, nouvelles taxes douanières, tout cela alarme notamment les patrons. Et puis alarme, inquiétude sur la santé, c'est dans les urines, du glyphosate dans les urines à la une du bien public, 59 plaintes. Voilà, 59 plaintes déposées à la suite d'analyses réalisées en janvier, des dépistages de présence de glyphosate réalisés à Dijon. L'opération menée sous contrôle de plusieurs huissiers était organisée par le collectif Glyphosate 21. Quelques semaines plus tard, celui-ci indiquait que sur les 63 prélèvements effectués, tous les résultats sont positifs, tous contiennent du glyphosate, un désherbant classé comme cancérogène probable par l'OMS. Je rappelle que la France est engagée à sortir du glyphosate d'ici 2021. Voilà, on termine évidemment avec du football, avec le retour de Zinedine Zidane. Real de Marseille titre la Provence ce matin. C'est le retour du fils prodigue, une immense surprise. Zinedine Zidane revient au Real, sauveur d'un club à la dérive. 9 mois après en avoir démissionné, il dirigera la séance dès ce matin à Madrid, contacté par Florentino Pérez. Le président du club, Zidane aurait accepté en quelques secondes. Vainqueur de 3 Ligues des Champions de suite d'affilée sur le banc du Real, le technicien de 46 ans avait quitté le club l'été dernier alors qu'il lui restait 2 ans sur son contrat. Voilà, les amateurs de football à Marseille, là,
tout va repartir en ce qui concerne le moral. Merci Saveria. Et à demain. On vous retrouve demain. À demain. Très bonne journée. Troisième partie de cette émission. Nous, on continue. Dans un instant, c'est la météo des territoires de Gilles Mourou, le temps qu'il fait en France. Mais aussi, vous le savez, particularité de cette émission dans les départements français des Outre-mer. Puis le Zap Matin de Christophe Combarieux, avec ce qui s'est également passé dans les autres matinales d'infos chez nos confrères. Et puis on se retrouve après. À tout de suite. La météo des territoires vous est présentée par la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs. C'était la météo des territoires avec la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs. Ce grand débat, on se souvient à peine quand est-ce qu'il a commencé. On voit qu'il va encore se poursuivre quelques jours ou quelques semaines. On ne voit pas bien où ça va nous mener. On a surtout vu que c'était Emmanuel Macron qui s'était mis en scène pour expliquer sa politique, expliquer ce qu'il a fait, ce qu'il va faire. Et les Français servent de caution à cette opération de communication. Je pense qu'ils ont pris quelques mesures faites de façon justement à ne pas déranger l'Élysée. Et puis on va attendre de ce que décide Macron. Mais manifestement, il n'a de toute façon pas décidé de remettre en question sa politique. Sur la démocratie, on propose changement du Sénat. Il y a des modifications qui sont proposées, du Conseil économique, social et environnemental dont personne ne sait ce qu'il fait et qui, je pense, peut faire mieux, réduction du nombre de parlementaires et, vous l'avez dit, des propositions de loi d'initiative citoyenne. Donc on en propose des choses sur la démocratie. Travailler un jour férié gratuitement. Un nouveau jour de solidarité pour financer la dépendance des personnes âgées. Voilà la proposition de La République En Marche dans le cadre du grand débat national. L'issue du grand débat, ça n'est pas satisfaire une partie du pays contre l'autre partie du pays. Ce grand débat, il est né aussi de fractures profondes dans notre pays. Le principe de la journée de solidarité, et la raison pour laquelle il faut qu'on réfléchisse à cette idée, c'est que justement, on sait à quoi ça sert. C'est très concret. C'est une journée où le produit économique de cette journée va au financement d'une cause que les Français voient comme prioritaire. Cette aide, elle vise principalement les familles modestes. Et donc celles qui n'ont pas les moyens de se payer un EHPAD aujourd'hui, celles pour lesquelles les pensions ne couvrent pas la totalité du prix de l'EHPAD, raison pour laquelle ces personnes-là, en plus de les exonérer de l'augmentation de la CSG, en plus de leur ôter la taxe d'habitation, il est prévu aussi de les accompagner pour se payer ce service qui doit être rendu à tous. Nous sommes bien évidemment opposés à une mesure qui va provoquer une scission entre retraités, les retraités dits nantis et les petites retraites. Donc c'est quelque chose qui nous choque beaucoup. Tout ça est dans la droite ligne de tout ce que vous faites depuis 1 an et demi. C'est-à-dire qu'avec vous, c'est toujours aux petits d'être solidaires des petits, aux petits retraités d'être solidaires du SMICAR, aux SMICAR d'être solidaires des retraités. Et jamais on ne met à contribution les gros. Et vous pensez que c'est en leur faisant travailler une journée gratuite supplémentaire qu'on règle le problème? Ils sont fous, ces gens. Non, mais je veux dire, là je le dis avec humour, mais là ils sont complètement fous. S'ils imaginent qu'aujourd'hui un ouvrier, un employé veut bosser une journée supplémentaire en n'étant pas payé, c'est ça leur proposition, sanctionnez-les aux élections européennes. Sanctionnez-les. Ne leur permettez pas de sortir vainqueurs. Voilà, merci de votre fidélité. Demain, on se retrouve, bien sûr. L'invité politique, c'est le socialiste Luc Carvounas, qui est député du Val-de-Marne. Et puis nous, bien sûr, on se retrouve également pour toute la matinale. Voilà, merci de votre fidélité encore une fois et à très vite. Au revoir.